Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette émission sur Radio Westrack en compagnie des étudiants et étudiantes du Master de création littéraire du Havre. Nous sommes en direct chez Calice et Mandibule et nous comptons bien vous faire naviguer au milieu des mystères, des absences, des voyages jamais réalisés, des souvenirs et des rémanences. Équipage fantôme, c'est le thème que nous avons choisi pour vous faire entendre des textes originaux composés par notre équipe d'étudiants. En vous souhaitant à toutes et à tous une belle émission, c'est parti. C'est Poupe, c'est Prou, c'est Poupe et Prou. Prou, qu'est-ce que tu vois ? De nouvelles aventures, un futur radieux, un équipage soudé, des couleurs et un énorme ponton. Où ça ? À vire à gauche. Quoi ? À gauche. Mais ça n'existe pas à la gauche. Pardon, je veux dire, bâbord. Ça, par exemple, t'as failli nous faire prendre un ponton dès ton premier jour. Ah, quelle performance ! Les usines du Sud ne sont vraiment plus ce qu'elles étaient. Oui, c'est-à-dire que j'ai été fait dans une usine de nougat. Bon. Et là, plus rien en vue ? Pas de bouée ? Pas de voilier ? Rien. Rien d'autre que le bleu, l'infini à perte de vue, c'est magnifique, Poupe. Si seulement tu pouvais voir ce que je vois. Bon, et du coup, comment ça se passe dans le coin ? L'ambiance est bonne, l'équipage est sympa ? On vit de belles aventures ? Oh, bah pas trop mal, hein. Équipage de 12, ils se connaissent peu. L'année dernière, une partie de l'équipage a été perdue en pleine mer. Ça a passé l'envie à une partie des survivants de revenir. Il y a beaucoup de tempêtes dans ces eaux. Ah aussi, ils ont changé de capitaine il y a peu. Et je crois qu'il vient du Sud aussi. Après, je t'avoue que s'il pouvait ne pas avoir été fait dans une usine de nougat... Ah ça, qui vivra verra. En attendant, regarde droit devant et si tu sens quelque chose de suspect, tu n'attends pas et tu me le dis immédiatement. Comme un gros caillou blanc, par exemple ? Exactement, tu apprends vite. Il y a un gros caillou blanc. Merci de m'avoir prévenu. Ça y est, horizon dégagé. Tu me racontes les histoires des anciens équipages maintenant ? Sur la photo, le pirate sourit. 2 enfants pèsent sur ses bras. Une tête de mort orne son bandana. Sur sa gauche, une petite fille. Elle sourit aussi. Son teint est blême, blanche comme un linge. Elle a vomi pendant toute la traversée. Même si le spectacle n'avait pas été annulé, elle aurait vomi ainsi, étalée sur le pont frais, les odeurs acides lui pelant les narines. Elle n'aurait pas touché aux poissons sortant des cuisines. Le lointain brouhaha de la brigade aurait suffi à lui retourner l'estomac. Elle n'a pas regretté que le spectacle soit annulé. Elle ne se souvenait même pas qu'un spectacle était prévu. Dès qu'elle monte sur un bateau, elle ne se souvient plus de rien. Juste de l'existence de son estomac et de sa bile acide. Juste du soleil qui tape atrocement sur les vagues. Elle ne se souvient pas du spectacle pirate. Peut-être parce qu'il n'a jamais eu lieu. Elle est persuadée de se souvenir pourtant d'un pirate la pressant contre lui. À droite de l'image, dans l'autre bras de l'homme au bandana, son petit frère est tout aussi livide. Livide et boudeur. Ses lèvres dodues s'écrasent dans une moue inachevée. Il a dormi pendant toute la traversée, ne comprend pas bien pourquoi on l'a réveillé, emmené dans le grand bateau de bois, rendormi, réveillé, ramené dans le port qui pue. Pourquoi maman parlait sans arrêt de pirates, de spectacles, de batailles sur la mer, de capitaine Crochet, de cordes, d'acrobatie ? Il n'a rien vu, lui. Maman a parlé du spectacle, mais après n'en parlait plus. Maman a dit que les pirates étaient partis. Mais alors qu'est-ce qu'il fait encore là, lui ? Maman ne fait que mentir. Dans un coin de la photo, tout au fond, se tient une femme, à moitié tournée vers le bateau. Comme si elle refusait tout à moitié, le bateau, le sourire forcé du pirate, tout ce désastre glauque. Elle est encore plus blanche que les enfants. Elle se demande ce qu'elle fout là, ce qu'elle a foutu là toute la journée, à éponger le vomi et les larmes.
On lui avait dit qu'il fallait venir quand même, malgré tout, que la traversée serait inoubliable, malgré tout. Elle avait entendu résonner la détresse, elle avait promis qu'elle viendrait. Dès qu'elle avait aperçu le navire branlant, elle avait voulu fuir, oublier cette histoire sordide sur n'importe quelle plage. Elle regrettait tout, mais son pied se posait déjà sur la passerelle, le capitaine la soutenant doucement dans le dos. Elle était montée sur le bateau, avec les enfants. Tous les autres touristes avaient déserté. Le pont sonnait creux. Les enfants avaient dormi comme des soulards pendant toute la traversée, un peu vomis, mais surtout dormis. N'avaient même pas réclamé à manger, heureusement. Il n'y avait rien, que du sel séché sur les rambardes. Elle aurait pourtant juré qu'une rumeur diffuse parvenait des cuisines, que des voix étouffées s'entrechoquaient dans les tuyaux. Elle avait appelé, collé ses lèvres sur toutes les bouches d'aération, jeté sa voix dans les tuyaux. Seul son propre écho lui revenait, gorgé de vapeur. Derrière la photo se cache un homme. Ses mains ne tremblent pas, la photo est nette, le cadrage maîtrisé. Il ne peut pas se permettre de tout gâcher, pas maintenant, alors que tout le monde a si bien joué le jeu, devant les enfants, faire semblant encore un peu, que cette journée se termine, répondre calmement au sourire forcé du pirate, le laisser presser les enfants contre son buste, malgré le dégoût. Laisser ses bras s'agripper pour contenir les tremblements, le laisser faire semblant lui aussi. Dernière minute d'oubli. Il sait qu'ensuite ce sera fini. Il remontera sur le bateau, prendra le vide de plein fouet, n'osera plus lever les yeux, attrapera quelques affaires, les fourguera dans son sac, ne retournera ni aux cabines, ni aux cuisines, sentira la nausée remonter, repensera aux 2 petits corps frais pressés contre lui, quelques minutes plus tôt, sourira vers le bas, se retournera, quittera le bateau, les yeux baissés, marchera tout droit sans écouter les cris à la première gare, vomira tout son saoul, vidangera l'angoisse, lâchera une dernière pensée aux touristes, à toute cette comédie, au vomi des enfants, étalé à l'endroit précis où le sang des acrobates ruisselait hier. Il a essayé de donner le change quelque temps. Rester sur le pont avec les autres, masquer la douleur à grand renfort de blagues et de pitreries, pousser la chansonnette pour distraire les rameurs, les aider à garder le rythme, continuer à se rendre utile. Il a essayé, mais il voit bien que ça ne fonctionne plus. La tendresse désolée dans les regards de ses amis a laissé place à l'inquiétude, puis à une peur grandissante. 4 jours que cette foutue tempête les repoussait vers les récifs, 4 jours qu'ils s'épuisaient tous à ramer sur place. Impossible de joindre le continent par radio, aucun navire pour répondre à leurs appels de détresse, et pendant ce temps, la cuisse de Paco qui vire progressivement au noir. Aldo a eu beau faire de son mieux, nettoyer la plaie régulièrement, retirer les chairs mortes au scalpel, changer les pansements tous les jours. La gangrène continuait de se répandre. Bientôt, ils seront à court de bandages propres et d'antiseptiques. Mais le pire pour Paco, c'est pas tellement la douleur. La douleur, ça, il pourrait presque s'y habituer. Non, le pire de tout, c'est l'odeur. Quand la plaie a commencé à sentir, il a compris que ça n'irait pas en s'arrangeant. D'abord, c'était seulement quand Aldo lui changeait les bandages. Ensuite, il a remarqué que l'odeur le suivait, bien qu'elle ne fût pas encore très forte. Et puis les autres ont commencé à s'en rendre compte. Maintenant, c'est son corps tout entier qui exhale l'odeur. Une odeur immonde de viande avariée, de chair pourrie, de cadavres d'animal. Paco sent la mort à plein nez. C'est à ce moment-là que la fièvre est apparue et qu'il n'a plus la force d'aller sur le pont. Il n'a plus la force de faire grand-chose d'ailleurs. Les vertiges l'empêchaient de se tenir debout. Il n'arrivait même plus à lire sans que les lignes ne s'entrecroisent sur la page ou que les lettres ne se déforment. S'il gardait les yeux ouverts un peu trop longtemps, d'étranges formes colorées remplissaient son champ de vision. Les contours des choses se mettaient à vibrer et la lumière émettait un sifflement insupportable. Bien qu'il le lui ait déjà proposé plusieurs fois, Paco refusait catégoriquement de prendre la cabine du capitaine. Il avait beau se savoir malade, il voulait repousser l'alitement le plus tard possible, comme si par la même occasion il repoussait la propagation de la gangrène.
Mais devant la dégradation rapide de l'état de santé de son subordonné, et ne pouvant plus accepter son refus, le capitaine ordonna à Paco de prendre son lit, et Paco n'eut d'autre choix que d'obéir. Ça fait maintenant 2 jours que Paco est assigné à la cabine du capitaine. Enfin, il pense que ça fait 2 jours, mais il n'en est pas sûr. À vrai dire, il n'arrive plus vraiment à savoir quand il rêve et quand il est éveillé. Peut-être que ça ne fait que quelques heures qu'on l'a couché dans ce lit, ou alors plusieurs mois. Au-dessus de lui, le plafond s'élève de plus en plus haut. Il ondule et se teinte de rose et de bleu iridescent. Même les yeux fermés, les couleurs continuent de remplir l'espace. Le capitaine lui avait parlé d'un ciel semblable dans les mers froides. Un ciel étoilé, clair comme en plein jour, rempli de lumière fantastique. Oui, ce doit être ça. Ils naviguent depuis tellement longtemps qu'ils ont dérivé jusqu'en Antarctique. Paco s'endort sous les aurores boréales. Les constellations prennent forme et s'animent. La grande ours et son petit le regardent avec étonnement. Le cygne bat des ailes et passe si près de son visage que ses plumes lui caressent la joue. Les 7 sœurs nymphes Pléiades attrapent ses bras tendus et le tirent à elle pour l'enlacer. Leurs mains glacées caressent son visage, passent dans ses cheveux, défoncent sa chemise. « Touche son front, » dit l'une. « Il est brûlant de fièvre, » dit l'autre. Ils se perdent dans leurs immenses chevelures, étouffent sur leurs baisers. L'air lui manque. Il voudrait les repousser, mais les cheveux entravent ses membres. Il voudrait leur dire de s'arrêter, mais leurs lèvres l'empêchent de reprendre son souffle. Il ne peut rien faire, si ce n'est rester immobile pendant qu'elle l'attire vers le ciel vert et mauve. La douleur est atroce, mais qu'il est doux de se laisser porter. « Il délire, » rit une des nymphes. « C'est l'infection qui remonte vers le cœur, » rétorque une autre. Désormais, il légite à plusieurs mètres du sol. Paco flotte. Il marche dans la couleur. Il faut couper, sinon on va le perdre. Paco, ouvre la bouche et mords ça, serre fort entre tes dents. Accroche-toi, ça va piquer. Les journées attendues, passées dans l'entre-deux, dans l'antre qui se découpe de l'horizon uni, flottaison prise dans un mouvement berceur. Les images qui fredonnent entre quelques lignes dévalées par des yeux scanners déconcertés, par ce qui tangue et tente entre chacune des vagues. Sur des pages brunies par l'humidité, accouplées au café et à la clope, se devinent les contours flous du Nil englouti, depuis longtemps avalé par la mer affamée. Tu fends les airs, fidèle à tes ramifications dissonantes, brumeux et grumeleux parcours de céphalées refroidis et de fuites délocalisées. Plus de 7 années, chiadées et chiées à force de sas et ressasse la sécheresse ride, alors des siècles ont pu se faufiler sur le déconfit, et ses coutures effilées, et ses couronnes écaillées, des centaines et des milliers et des milliards de lieues en flot froncé, du rez-de-chaussée au raz-de-marée, de prétendues perches détendues aux poisons et épées tendues, en s'appuyant sur le calcul fumeux, laisser couler les graines sous un ponton moisi, des couleurs cruelles, des crues contemplatives, au son de la faim, l'île réapparaît, dans le fond de l'horizon, quelques câbles mal branchés et décharge d'un mauvais souvenir tout en bas du déroulé, tel un parchemin disséminé à aller nettoyer, tâche tenue, par l'œil creusé. La fin du périple, à portée de quelques remous. Le paysage infini qui jamais ne se laisse toucher, qui défile sans jamais se lasser pourrait s'effondrer. S'approcher d'un pan de terre déserté, pas tout à fait désolé, où s'épanchent les non-habitantes, les fuyardes fatiguées, où s'agglutinent les anciennes geôlières aux côtés d'anciennes prisonnières, toutes arrachées à la ferveur de l'abondance qui venait s'offrir depuis des cœurs qui s'étonnent eux-mêmes. Le flottement enchaîné à la nuée de vibrations turbulentes, enivrantes, qui s'acheminent vers les cloisons des nez roulés, poudrés de sable froid.
Une constellation de frissons se répand dans les tendons acharnés, transmet le message d'un futur espéré, de ces choses qui doivent avoir lieu et vrombissent pour faire savoir leur devoir accompli. Petit frisson, petit battement, petit sentiment, 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 ça grince, ça perce les rétines dans la nuit lourde, ça crépite, les doigts glacés. Une armée de mots valeureux, prêts à se sacrifier et perdre toute substance, attaque imminente sur des navires navrés, percés dans les valves sanguinolentes, fleuves statiques puis torrents suintants, failles luisantes, briquets atteints, feu immense où trémoussent les premières joies. L'odeur de putridité ambiante s'est faite étouffer par celle des flammes voraces. Tous les visages brillent de suie et sueur dorée. Les regards ponctionnent tout ce qui a été avalé, ce qui ne sera plus. Les cendres n'ont pas encore commencé à tomber. La lueur de demain est retardée. Efface la peine et ma peau s'y plaît. Les jeunes filles en été se baignent sous la jetée. La jetée, le phare. Je m'y suis jetée. Un soir, le vent si fort m'y poussait
Ne donne jamais ta main au défunt qui te rend visite dans les rêves. Il n'est plus ton proche, mais un messager. De telle façon, il veut que tu le suives là-haut, là où se trouvent les âmes, les souvenirs, l'insaisissable. Ne lui donne pas ta main, tu m'attends. En aucune circonstance, tu m'attends. Sur les flots du soliloque monocorde, on s'éloigne, vers la terre isolée, inexplorée, sauvage, où on construit une cabane, où on allume le feu de bois et attend que l'hiver passe. Les fantômes, nous y vont voir, mais ne restent jamais, et se dissipent sur leur bateau, en prévenant par un sifflet leur départ déterminé. La déchirure attend l'esprit, le deuil occupe le vide. Parfois, Charon vient dans mes rêves. Il ne parle pas, il est muet, comme tous les autres qui appartiennent à l'eau. Il m'invite de traverser la rivière. J'accepte. Je me sois dans sa barque. Je prends sa rame. On reste tous les deux dans une couche épaisse d'une peinture sans camailleux, palais poussiéreuse, entourée des cadavres trempés dans le mercure. Devant mes yeux s'écoulent leurs flottilles, les êtres grisâtres étouffés sous l'eau aussi noire que leurs yeux ou ce qui se trouve à leur place. De leurs orbites, l'abîme me capture et m'enveloppe dans ses entrailles glaciales, et je trouve mon reflet dans les pierres givrées qui font les murs du puits où je tombe sans volonté, mais sans hésitation non plus, comme hypnotisé par un mandala des époques passées. En plongeant à l'intérieur de la baleine, au fond de la créature imperturbable, je passe des couloirs dont les parois sont couvertes des traces de l'existence humaine, jusqu'à me retrouver dans l'espace qui semble être la source de tout en nous, du haut et du bas, du vénérable et du lâche. Je perds ma langue. Je ne trouve pas une autre. Je reste désormais silencieux pour ne pas m'en montrer muet. La flottille passe sans vacarme. Leurs yeux sont exorbités. Leurs bouches sont desséchées. Ils n'osent pas ingurgiter l'eau qui les entoure. L'eau mouillerait le sable de leur profondeur et le mettrait en bout. Ils ont perdu la respiration. Ils ont à raconter, mais ils préfèrent ne pas et mourir sans souiller. Moi, je provoque un strideur, un crépitement, un râle. Les impulsions épuisent mes poumons, la boue sort en touffe de ma gorge. Je le fais pour ne pas faire partie de la flottille. Je me rapproche de l'enchevêtrement des ténèbres. Je ne vois plus rien au-delà, l'obscurité complète règne. Je suffoque d'une matière épaisse et visqueuse. Elle me pénètre, me conquit, m'occupe, n'y laisse plus aucune place. Il n'y a plus ni de lumière, ni d'air, ni de futur, ni de passé. Je suis à bout, j'attrape le sens et je m'évanouis. Sur les flots du soliloque monocorde, on s'éloigne, vers la terre isolée, inexplorée, sauvage, où on construit une cabane, où on allume le feu de bois et attend que l'hiver passe. Les fantômes nous y vont voir, mais ne restent jamais et se dissipent sur leur bateau, en prévenant par un sifflet leur départ déterminé. La déchirure attend l'esprit, le deuil occupe le vide. À l'horizon, une ossature de baleine surgit de l'eau. Réveil bouffi des excès de la veille. Bon vieux sursaut du corps qui n'émerge de nulle part. Quelle acabate, mais un peu trop fort, un peu trop vite. Le brouillard prend son temps pour se dissiper. Cheveux et pensées mettent un moment à se délier. C'est rien d'autre que l'englument propre au lendemain. Les retombées poisseuses d'une agitation qui ne souffre pas les scrupules. Dans la capitale, habiter les nuits est un précepte absolu. Surtout, ne pas gaspiller les heures en négatif pour ne manquer aucune ombre. Hier, les guédés t'ont guidé jusqu'au ventre de la fête. Le dehors était opaque. Ils ouvraient la marche et tu n'avais qu'à leur emboîter le pas pour éviter les bris de verre. Eux, ils se penchaient parfois pour en ramasser et les manger. Ça crissait sous leurs dents, bouche vorace, pleine et débordante. Le rhum ambré mouillait toutes les lèvres. Il irriguait les interstices entre vos corps et finissait sa course sans rigole le long du trottoir. Le flot de rhum dans le caniveau annonçait déjà une petite mort. La fête était tout en remous et c'était dangereux pour tes poches percées. Surtout ne pas gaspiller pour ne pas manquer.
En réalité, tu ne demandais qu'à être happé par la foule, à effacer ton corps au contact des autres dans l'effort de remplir la nuit. De l'effervescence des mouvements peut parfois naître un brasier. Et puis, ton esprit s'est éteint, et tu n'as pas vu les guédés mettre leurs mains en coupelle pour recueillir tout l'éparpillement du monde. Tu te réveilles dans un lit qui n'est pas le tien et qui s'avère être un canapé. Ta dent n'est plus dans ta bouche, pas non plus dans ta poche, ni dans aucun de tes souvenirs de la veille. Est-ce que tu l'as avalé ? Il doit rester un fond de rhum par terre, juste quelques gorgées pour digérer les glaires de l'absence, juste assez pour remettre un peu d'ordre dans les choses, juste pour oublier qu'il y a parfois un peu de désolation dans la fête, et que cette fois la goutte d'or t'a coûté une incisive. C'est Poupe, c'est Prou, c'est Poupe et Prou. Et hop, ancre bien en bas. Quel lieu exceptionnel, le capitaine a bon goût. Des arbres luxuriants et nous, protégés par l'écrin des falaises. La douceur du vent, les chatouilles des poissons. Oh, une méduse. Tu sais, Poupe, je sais pas ce que t'en penses, mais après 3 mois de traversée, ça fait quand même du bien de se reposer. On risque de rester un moment en plus. Il y a des gros nuages de partout. L'horizon est bouché. Et je dis pas ça parce que je suis toujours au bout du bateau et que je vois rien de l'avenir, du nouveau jour qui pointe au loin. Ça va, Poupe ? Laisse-moi te le dire en sonnet. Vraiment ? Sur le pont diluvien, les mâts des bateaux frêles piquent de leur zénith la coque de ce beau vaisseau. Je prends la mer, la toile de mes ailes se moire sous le vent, ainsi vole l'oiseau. Seul au monde, un marin tend la voile aux zéphyrs. Il quitte son pays pour celui des vauriens. L'oiseau rejoint son nid, je ne fais qu'en partir. Toujours chaque départ ressemble à une fin. Nul horizon, la vie sans arrêt me talonne, prisonnier postérieur, fugitif qu'on bâillonne. Si je n'étais bateau, je ne serais que pain. À toi, Prou, dernier tercet. Il y a un goéland. Quoi ? Il y a un goéland sur ma tête. Quoi ? Mais donne un coup de gouvernail, il y a un goéland sur ma tête. Mais oublie le goéland, je t'ai dit de faire un tercet. Tu donneras un coup de gouvernail. Si tu fais un tercet. Soit. Ma surprise est immense à l'image du Piaf, qui depuis 10 minutes à coups de bec me baffe. La solitude est telle que la poupe ne fait rien. Le dernier fait 13. Sérieusement ? Le dernier fait 13, refait. Réagis s'il te plaît, déloge l'important. Ben voilà. Là, ça fait 12. William Taylor was a brisk young sailor, full of heart and full of play, until he did his mind uncover to a youthful lady gay. 24 British sailors met him on the King's Highway. As he went for to be married, pressed he was and sent away. Father-riddle-dum-dum-a-dare-I-dither-oh, Father-riddle-dum-dum-a-dare-I-day. Father-riddle-dum-dum-a-dare-I-dither-oh, Father-riddle-dum-dum-a-dare-I-day. Sailor's clothing she put on and went aboard a man of war. Her pretty little fingers, long and slender, they were smeared with pitch and tar. On that ship there was a battle, she amongst the rest did fight. The wind blew off her silver buttons, her breasts were bare, all snowy white. Father-riddle-dum-dum-a-dare-I-dither-oh, Father-riddle-dum-dum-a-dare-I-day. Father-riddle-dum-dum-a-dare-I-dither-oh, Father-riddle-dum-dum-a-dare-I-day. When the captain he did discover, he says, "Fair maid, what brought you here?" "Sir, I'm seeking William Taylor. Pressed he was by you last year. If you rise up in the morning, early at the break of day, there you'll spy young William Taylor, walking with his lady gay. Father-riddle-dum-dum-a-dare-I-dither-oh, Father-riddle-dum-dum-a-dare-I-day. Father-riddle-dum-dum-a-dare-I-dither-oh, Father-riddle-dum-dum-a-dare-I-day. She rose early in the morning, early at the break of day. Here she spied young William Taylor, walking with
his lady gay. She procured a pair of pistols on the ground where she did stand. There she shot poor William Taylor and the lady at his right hand. Father I-did-a-dum-dum-a-dare-I-dither-oh, Father I-did-a-dum-dum-a-dare-I-day. Father I-did-a-dum-dum-a-dare-I-dither-oh, Father I-did-a-dum-dum-a-dare-I-day. Ghosté. Trigger warning déréliction. Qui de moi dans l'amertume liquéfiée? Elle n'est plus une, mais plusieurs. Leur disparition infuse dans ses muscles en furieuse douleur chronique. Absence encombrante. Tribunal perpétuel du vide en bandoulière. Chaque action entreprise est soumise à une silencieuse sentence. Son comportement est scruté parce qu'elle suppose qu'elles auraient pu imaginer ou dire. Leur désertion la dévore en maladie invisible, l'accompagne comme autant d'ombres dépliées vers des ouvertures sans réponse. Leurs souvenirs tournoient autour de son crâne chauffé à blanc, tour à tour questionné, tourmenté, malaxé, hanté. D'imperceptibles toiles altèrent sa marche en légèreté contrariée. Elle arpente des territoires occupés sans plus jamais savoir quelles sont les coutumes d'usage. Quitter le navire, dignité par-dessus bord, humiliation en trésor vaseux corrompu. Les flots glacés l'ont saisie d'entre les torts, elle a échoué à trouver une issue. Seule sur l'île déserte avec ses fantômes qui rient à s'en fracasser les poussières jusqu'à évaporation totale. Anomalie en eau trouble, analphabète de l'amitié, K comme enfer, E comme trahison, N comme flou. Confiée à la marée, elle a délaissé sur le sable. Une photo, un couteau, une petite pierre, un mégot, reste déterré d'outre joies anciennes. Douce montée à épuisement cadencé, où bruissaient des promesses chuchotées faux. Violence déroulée sans excès, sourire à l'appui. Contrôle d'une destruction annoncée, ravage en houle froide. Qui de moi dans l'amertume liquéfiée? À la lisière, les bois jaunes brûlent de soleil en dentelle découpée au ciel orage. Colère qui flambe, magnifique et ravageuse en son corps intérieur. Larmes au ventre. La plage est grande, rochers projetés. Mirage en solitude fausse. Amour à contre-rage immensément froissé, rétine mélancolique amère. Elle erre, nerfs tirés d'obsessions répétées, dans les forêts de bord de rive, sans plus rien voir que les arbres noirs percés du kaléidoscope clair-obscur mouvant de la lumière. Fatigue du cœur battant à usage mineur déraisonné, martelé à l'insuffisance, étouffoir ôté, playlist partagée indisponible. Morcellement d'aimant, écartelée d'une tristesse humide, elle demeure ici, tapie dans un buisson à la temporalité effacée, sans plus rien savoir faire d'autre pour échapper au spectre de son abandon. Sur l'estran échoué, reste ridicule, infini raté. Qui de moi, dans l'amertume liquéfiée? C'est Poupe, c'est Prou, c'est Poupe et Prou. Ça y est, le pire de la tempête est passé. On l'a fait. On l'a fait. Poupe, ça va? Poupe? Poupe? T'es encore là? Malheureusement. Bon, Poupe, tu m'inquiètes de plus en plus. T'as été révisé dernièrement? Oui, ils ont refait mon étanchéité et je sens plus rien. D'accord. Ils ont dit quelque chose sur ton état? Ils t'ont préconisé un entretien particulier, peut-être, des soins réguliers? Rien. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire pour moi, Prou. Tu veux dire que la tempête t'a cassé quelque chose? Je veux dire, Prou, que cette tempête, ça a été la première fois depuis des mois que j'ai ressenti quelque chose. On sous-estime la solitude ici à l'arrière. Je ne suis jamais celui qui découvre. Je ne peux pas m'enthousiasmer en même temps que toi et l'équipage quand vous découvrez des paysages d'une telle beauté que, tacitement, à cet instant, tout le monde est fier d'avoir pris la mer. Je suis habituée à regarder mon sillage en entendant vos cris de joie, à être le dernier à voir les couleurs des couchers de soleil pendant que vous regardez la lune se lever.
Je suis celui qui voit les images mourir. J'essaye de me souvenir pour tout le monde. Et puis, dans de rares moments de grâce, il y a ces tempêtes. Parce que parfois, pour quelques secondes, le roulis nous place au cœur d'un tournis qui fait dérouler l'horizon pour tout le monde de la même manière. Pendant quelques secondes, je peux me sentir proue, et toi, poupe. Et parfois, au milieu du calme revenu, le brouillard persiste, comme maintenant. Alors tout le monde semble fonctionner au ralenti, se recueillir. Les marins donnent l'impression de prendre le temps de regarder les choses depuis l'intérieur. Mon paysage est le même que celui des autres. Alors seulement, je me dis que je fais partie d'un équipage et que c'est une chance. C'est bon, tu te sens mieux ? Beaucoup mieux, Pro, merci de m'avoir écouté. Bien. Plus sérieusement, il y a du brouillard, on voit rien. À tout moment, on peut se prendre une île ou un rocher. Tu veux pas qu'on demande à la vigie si elle voit quelque chose ? Anne, oh là 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 là, vaut mieux pas, elle répond toujours la même chose. T'es sûr ? Non mais là, il y a danger quand même. Bah, regarde bien. Anne, vigie Anne, ne vois-tu rien venir ? Je ne vois que le soleil qui poudroie et la mer qui... Oh là là là, tu nous emmerdes, Anne. Il disait que la petite au caillou, elle parlait à son tour. Je ne sais pas comment on pouvait savoir quand c'était à notre tour. Sûrement que, alors, ils ne parlaient pas à leur tour, mais au tour des autres. Et puis un jour, elle a arrêté de parler. Ils ont commencé à dire « Elle est devenue mystérieuse » à ceux qui leur demandaient « C'est qui celle-là ?» mais que ça n'était pas bien grave, puisqu'elle n'avait personne à qui parler. Avec mon amie la grande, on pense que tout ce mystère, c'était parce qu'il lui avait coupé les cordes vocales. Parce qu'il savait que sa voix, qui n'aurait peut-être pas toujours attendu que ce soit son tour, c'est ça qui les tuerait. Il disait que l'important, c'était pas de dire mais de faire. C'était comme ça qu'elles s'étaient retrouvées à récurer leur crasse quand ils revenaient au village. Elle avait grandi dans une petite maison au bout du bois, au bout des dunes. Une petite maison de rien du tout, sans rien du tout que les cailloux qu'elle trouvait chaque matin sur le chemin, qu'elle empruntait pour me rendre visite. C'était comme ça. Elle m'en donnait toujours un, et en gardait un qu'elle ajoutait au précédent. Ce que je sais, et dont je suis sûre, c'est qu'elle pensait d'abord à choisir le caillou qu'elle me donnait. Elle me disait que l'autre, c'était une larme de plus qui coulerait son cœur tout au fond. Ça n'avait pas d'importance qu'il soit beau ou non. Tout ce qu'ils allaient devoir contenir désormais. Ça n'avait pas d'importance qu'il soit beau ou non, pourvu qu'il soit lourd. Le jour où le mystère est arrivé, je me souviens que ses yeux gonflaient de tout ce qu'ils allaient devoir contenir désormais. Il semblait peser si lourd. Chaque matin, j'ouvrais la porte à ce moment précis où sa petite silhouette apparaissait. J'avais l'impression qu'entre mon ventre et ma poitrine venaient s'y amasser tous les cailloux. C'était la première fois, je me souviens encore. J'ai pensé que la douleur était quelque chose d'agréable. Elle ne restait pas longtemps chaque matin, la petite au caillou, mais c'était suffisant pour que la pierre disparaisse de mon corps. Quand elle partait, souvent, je m'allongeais sur mon lit et, sous mes yeux qui s'éteignaient, j'avais encore les siens qui ne se fermaient plus. Je voulais encore entendre son chant du jour où nous avions fait connaissance, que sa voix résonne d'un côté à l'autre de la ruelle. Je n'osais pas lui demander, mais je me le demandais à moi, si elle était née avec toute cette poussière noire qui enrobait son existence, ou si elle s'était formée par les années à frotter les intérieurs des bateaux. C'était des heures et des heures qu'elle y passait, de plus en plus d'heures, si bien que le temps que nous avions ensemble n'était plus assez pour faire partir la masse de cailloux de mon corps, et la douleur ne se délogeait plus. Quand elle ne venait pas, je croyais l'entendre, mais mon amie la grande me rappelait que ça n'était plus possible, que sa voix ne pourrait plus résonner entre les murs, et qu'elle ne viendrait plus chaque matin. Pourtant j'allais là-bas, et je m'asseyais là-bas au bord, devant le bateau, avec l'espoir de l'apercevoir. Il n'était plus là. La grande l'avait vue partir sur la mer, et moi je la voyais encore jusqu'au petit matin de chaque nuit où elle venait me rendre visite. Cela a duré 86 cailloux, qu'un à un j'allais remettre à la mer.
C'était presque toujours à son heure à elle que j'y allais. Devant le bateau qui n'était plus, mon corps s'était incrusté dans les plaies du sien. Ils avaient creusé la béance de leur silence. Dans la feuille, comme dans un vaisseau, se sont nichés en petites boules un maigre troupeau d'hexapodes, les pattes pliées sous l'abdomen pour prendre le moins de place possible, s'assurer pendant le voyage une stabilité maximale. La pointe des pieds comme un crochet s'accroche à la paroi salade et de temps à autre amène jusqu'à la bouche une rondelle extra-ultra mince en mode régime alimentaire mais le mode 0 calories, une macro-boulette de laitue à stocker au fond du gosier pour un temps indéterminé. L'ultime voyage en armada, avant le choc, la déchirure, avant la chute, avant l'assiette. Maintenant, au bout de la fourchette, ces petits habitants non désirés, non réclamés, non invités ont réussi par miracle à échapper au rituel sacro-saint sacré de la douche froide et du méchant manège plastique, celui qui tourne et tourne et tourne et voit valser au large du bol des gouttes de pluie, poussière, sable, terre, etc. Sans le savoir, ils ont troqué le dédale tuyautique et l'espérance du fond d'évier pour l'affreuse bouche, le fond de gorge, le toboggan qui s'appellerait le kamikaze si c'était au parc aquatique, sauf qu'il n'y a rien d'aquatique. Et à la place de la piscine, il y a au bout de ce tuyau une terre en décomposition que viennent lécher des vagues acides. Il est trop tard pour reculer. Ceux-là n'ont jamais su voler. Un géant rose tout bosselé et tout mouillé cueille en son sein le navire et ses rescapés, puis les fait lentement basculer dans le noir. Déliés gracieux, baveux, supplément huile pressée à froid. La pente est raide, le déclin lent, le vaisseau racle et s'abîme sur la paroi de la grotte verticale, perd des morceaux, les laisse planter pour le prochain convoi direction le fond. Les petites bêtes, toujours agrippées, arrimées, implantées, se laissent couler sans broncher. Pas encore besoin d'écoper, il n'y a que l'air qui puisse passer par leurs petits trous, les petits trous creusés par leurs petites pattes pour se nourrir un petit peu. Plus l'air passe, plus grandissent les trous et la chute se précipite d'advenir. Vite, vite, toucher le fond. Le choc est sans encombre, sans brutalité, sans heurte, sans douleur, sans violence. Aucune perte à déclarer. On se recompte. L'équipage est au complet. Tout le monde à son poste et que personne ne bouge. Le vent se lève, il charrie les cris, les halètements, les derniers mots des occupants de tous les précédents bateaux. La mer est calme, on pourrait croire. Il flotte une odeur de brûlé et des morceaux de viande séchée, des ongles aussi, des crottes de nez comme des bouées, la lumière à fleur de l'eau. La feuille à trous se laisse bercer, ses habitants se laissent berner par le liquide d'aucune couleur qu'aucune vague ne vient troubler. Parfois, il tombe du plafond des bouts de trucs, des gouttes, de la purée, une pluie de miettes qui s'écrasent dans l'océan, disparaissent en fumant. Ça met la puce à l'oreille aux petites bêtes qui sentent que sous les pieds ça commence à chauffer. Elles se mettent à danser, n'avoir jamais qu'une patte par terre, le bout de la patte, l'extrême urgence, ne pas finir 4 fers en l'air. Il faut quitter, il faut voguer, ramer vers d'autres horizons, des eaux moins troubles. Elles gigotent tant qu'elles peuvent sur ce rafiot laitue, donnent coup de hanche pour avancer, faute de rame, elles se cramponnent aux crottes de nez, attrapent les bouts de viande séchés, bricolent une voile, puis 2, puis 3. Autant de surface qu'il faudra pour capter le moindre souffle, le moindre jet, le moindre minuscule sifflet qui les propulserait ailleurs. Elles taillent les rognures d'ongles en forme de petites cuillères, frénétiquement devant derrière, tentent de pousser, tentent d'agir sur la trajectoire. Elles ouvrent le bec grand lorsque les miettes tombent du plafond. N'importe quoi fera l'affaire, il faut du fioul, du carburant pour faire marcher ses petits bras, pour faire rugir ses bestioles, pour mugir des ordres à qui en voudra. Il faut souffler. Souffle, souffle, toi oui, toi là-bas, la plus petite, tu fais quoi? Mais non, passe de l'autre côté, où est ta rame? Qui a lâché un bout de voile? Mais merde alors, reprenez-vous. On se croirait à la foire, au cirque, au zoo, au square, à la boucherie, à l'épicerie de mon papy, un peu de nerfs. Tournez manège, chacune son poste, ça va le faire, on va se sortir du tracas, écoutez-moi. Mais plus personne n'écoute.
Déjà, la salade par les trous commence à faire jaillir la mort à petits bouillons. Des bulles de bile comme des cercueils se mettent à rouler sur le pont en zigzag et volte-face. Des pièges tendus aux matelotes réfugiées sur les bords, dans les creux, sous les voiles. Dans un élan de fierté, les petites bêtes se prennent les mains, puis toutes ensemble mettent le nez dans la salade, bouffent et bouffent jusqu'à n'en plus pouvoir. Dernier repas des condamnés, et il ne reste plus rien du navire, elles ont fini par tout manger avant de disparaître elles-mêmes, elles aussi, elles toutes, en fumée. C'est un amas de ferraille avec des espèces de cheminées. C'est une usine à tuyauterie en tout genre, un peu comme un vaisseau. Je suis agent de sécurité confirmé, je m'appelle Yaya. Ici, on a de tout, toutes les catégories de la société, des étudiants, des SDF, des malades mentaux, des alcooliques, des cas sociaux, et on fait avec. Yaya dit qu'il essaie de satisfaire plus ou moins tout le monde, et que c'est dur de supporter les humeurs des gens, que les humeurs, c'est difficile quand chacun vient déverser ses folies sur toi. Et les miennes, où est-ce que je vais les mettre ? Yaya récite un poème en arabe et il traduit. Sous la lumière de ta lune, j'aime l'éveiller. Tu étais et tu es toujours mon compagnon de route. C'est le moment inspection des chariots. Je rassemble tous les bouquins entassés les uns sur les autres, je les range un à un sur la tranche, je les trie par secteur, 510, 5307 physique, 944-885 histoire, un atlas, 345 droit, ça va à l'étage, 743.9 encore des livres de mode et c'est même pas la Fashion Week. Les étagères se vident un peu plus chaque jour. Les livres qui n'ont pas trouvé de refuge sont refourgués dans les bennes du local poubelle. Les étagères se délitent, je remets chaque livre à sa place, tentative désespérée de boucher les trous, de faire tenir le décor, les tuyaux et la moquette, de leur redonner de la consistance, de les faire durer avant que la benne ne les avale pour de bon, quand on les enverra à l'abattage, repousser la découpe des ponts, que personne ne coule, les maintenir debout, retarder le naufrage. Sur la coursive, je respire la fumée qui s'échappe de partout. Les pas se serrent, pressent et ralentissent, demandent feu, feuille, filtre, et parlent figure, fiche et face, et je pense au pont qu'il va falloir bientôt couper. Plus tard, à la radio, un usager raconte. Je suis né en Algérie en 45, je suis là depuis 64, je suis là. Il ne dit pas où. Comme ouvrier, j'ai fait un peu de tout. Moi, j'ai travaillé dans le bâtiment. Dans les années 80, ici, il y avait des films, de l'animation, des conférences. J'avais pas d'instruction, mais ça m'intéressait. Il y avait des Algériens avec qui je pouvais parler du pays. Maintenant, ils ne viennent plus. Avant, j'étais très nerveux. Maintenant, je lis des livres de religion, le Coran, la Torah, la Bible. C'est ici que j'ai repris mes esprits. Des fois, j'échange avec Yaya, l'agent de sécurité de la cafétéria, on est du même village. Ici, je me sens bien. Personne ne regarde si on reste longtemps ou pas. Tout commence par un amas de poteaux et de poutres en acier maintenus par des gerberettes, des contreventements et des tyrans. Tout commence par une porte vitrée, un checkpoint, une passerelle au-dessus d'un large hall et des tubes bleus. Tout commence par une porte vitrée, de la moquette, des tables encore vides et les marches d'un escalier mécanique. Tout commence par la moquette, le stand d'une cafétéria et des machines. Tout commence par les tubes bleus et les machines. Depuis la coursive, je repousse la découpe des ponts tout au fond de la frise des événements, parce que l'équipage est au complet et que c'est encore vrai, parce que je peux encore le dire et l'affirmer au présent comme une vérité, et que cette vérité, elle peut se toucher, se prendre dans les mains, et on peut se l'étaler sur la figure. La fumée enveloppe le pont. De grandes bennes sont postées en bas. Ce matin, elles étaient encore vides. Maintenant, les deux sont pleines à craquer de débris. En face, un panneau demande où se cache la beauté. Dans les bennes remplies puis vidées, dans les bennes qu'on vide, qu'on remplit, ou dans les bennes qui avalent et recrachent.
Peut-être que la beauté se cache dans les bennes. Ou peut-être que les bennes ne sont là que pour avaler, recracher et rien d'autre. C'est un amas de ferraille avec des espèces de cheminées. C'est une usine à tuyauterie en tout genre, un peu comme un vaisseau. La route chante quand je m'en vais. Je fais 3 pas, la route se tait. La route est noire, à perte de vue. Je fais 3 pas, la route n'est plus. Sur la marée haute, je suis montée. La tête est pleine, mais le corps n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée. C'est Poupe, c'est Prou, c'est Poupe et Prou. Et ben voilà. Bah comme prévu, on s'est pris une île. Ça fait 13. Sérieusement ? Ça fait 13. Refait. T'es d'un rancunier pour une proue en érable. Voilà, là, ça fait 12. Donc là, on est les seuls survivants. Semblerait, ouais. Cela dit, le courant nous a disposés pile poil face à la mer. S'il y a des survivants, on les verra. C'est pas Anne la Vigie, là-bas ? Ouais, elle a sombré. C'est pas un bout de Michel Lacocque qu'on voit, là ? Ah, il a éclaté contre un rocher. Des nouvelles de Xavier Dupont ? Non, il a disparu. Tu sais, j'aurais pas parié une bille sur toi sans vouloir te vexer. Si j'avais su au moment de quitter le port qu'on se retrouverait, toi et moi, les clous dans le sable, l'un à côté de l'autre, sur une île déserte, au moins c'est du sable. Imagine la même scène sur les galets inconfortables de la plage du Havre. Ouais, bah une poupe et une proue, ça fait léger pour un bateau. Je suis pas sûre qu'on puisse reprendre la mer tout de suite. En plus, côte à côte, c'est pas hyper aérodynamique.
Mais c'était bien de l'humour, ça. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Oh, je suis si fière de toi. Un naufrage, ça vous change une poupe. Bon, ça doit être l'air de l'avant, ça me fait du bien. Ah, bienvenue dans mon monde. C'est donc ça que tu vois devant? C'est toujours si... jaune? Ça arrive. Le plus souvent, c'est bleu. Je préfère le bleu. C'est beau, le bleu, il y a plus de nuances. Il y a le turquoise des baies des Caraïbes et l'eau presque grise des ports du Nord. Et celui qui prend à la gorge, le bleu lapis de la haute mer. Quand on atteint ces endroits si profonds qu'on ne sait plus où finissent les tourbillons et où commencent les abysses. Et parfois, il y a les moments où l'eau est transparente, tu sais. Quand elle n'est pas brouillée par notre passage. Toi, tu la vois jamais comme ça, bien sûr. Mais quand on vogue au-dessus de la barrière de corail, il y a des milliers de couleurs qui s'étendent devant nous et j'ai l'impression d'être aussi haut, plus haut encore que Anne. À cet instant, je glisse sur un ciel en vert et je survole un arc-en-ciel. Tu sais, Prou? Quoi, poupe? Ça me fait plaisir d'être à côté de toi pour une fois. Merci aux auditeurs et au public sur place pour nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette émission sur le thème de Équipage Fantôme. Merci encore à Calice et Mandibule et à leurs équipes pour avoir accepté d'accueillir cette émission dans leurs locaux. Merci à Lézadar et à Radio Westrack pour l'avoir rendu possible. Merci à Nicole Caligaris pour la coordination, à Lucie Covin pour le support technique. Et merci bien évidemment aux étudiants, à leurs textes, à leur lecture, Garanska, Agathe Elman-Othello, Bolor Jargal, Stanislas Zavelski, Anna, Noé, Noémie Nivet, Charlotte Guibert, Jeanne Dreyfus, Lilou Maillot et Madeleine Conro. Bonne soirée à tous et à toutes. Fishing boats sail past the shore. No singing, Mayday anymore. The sun is shining, the water's clear. Just you and I walk along the pier. I left my soul there, down by the sea. Lost control here, living free. I left my soul there, down by the sea. Lost control here, living free. A cool breeze flows behind the wasp. Some get stung, it's worth the cost.